l'émission Sciences de Toxin. Alexandre Cugnage d'Aproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue à l'écoute de votre émission scientifique sur Toxin Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de certainement le plus grand mathématicien du XXe siècle. Il s'agit d'Alexandre Grothendieck à l'occasion de la parution de son livre « La clé des songes » aux éditions du Sandre et postfacé par Laurent Laforgue, également mathématicien, médaille Fields 2002, ancien chercheur du CNRS, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques, l'ancien institut du même Alexandre Grothendieck, membre de l'Académie des sciences, ancien membre du Conseil de l'éducation, auteur de nombreux ouvrages. Laurent Laforgue, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter ce mathématicien Alexandre Grothendieck ? Donc, Alexandre Grothendieck est considéré par beaucoup comme le plus grand mathématicien du XXe siècle et l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Donc, il est né à Berlin en 1928 d'une mère allemande qui s'appelait Grothendieck. Grothendieck est le nom de sa mère, et d'un père russe juif qui s'appelait Joseph Shapiro. Il a grandi en Allemagne donc pendant quelques années à la garde de ses parents. Puis après 1933, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ses parents ont quitté l'Allemagne en le laissant à la garde d'une famille d'accueil qu'il a élevée pendant 6 ans jusqu'en 1939, où ils ont estimé que la situation devenait trop dangereuse pour lui. Et quelques mois avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pu l'envoyer en France, où il a retrouvé ses parents. Donc en 1939, il avait 11 ans, c'est alors qu'il est arrivé en France et qu'il a commencé à apprendre le français. Sa langue maternelle était l'allemand. Les années de guerre, bien sûr, ont été tragiques pour sa famille, comme pour beaucoup, comme pour tous les Européens. Son père a été déporté, mort en déportation. Et lui-même a fréquenté différents établissements dans des conditions très difficiles, en particulier le collège Cévenol au Chambon-sur-Lignon, où il a commencé en fait à faire des mathématiques tout seul. Ce qu'il a poursuivi dans les années de l'immédiat après-guerre à l'université de Montpellier, où il s'était inscrit en mathématiques, mais où en fait il travaillait là aussi en solitaire sur des questions qui l'intéressaient, qui n'étaient pas du tout les questions des cours, avant d'être repéré comme une personnalité extrêmement singulière par ses professeurs et d'être envoyé comme auditeur libre à l'École normale supérieure à Paris. Donc je pense que c'était en 1948, donc il avait 20 ans. Il y est resté au moins 1 an, peut-être 2, avant de partir à Nancy pour commencer une thèse auprès de 2 mathématiciens célèbres de l'époque, donc Laurent Schwartz et Jean Dieudonné. Et c'est là qu'en quelques mois, lui qui ne connaissait rien, s'est imposé comme l'un des mathématiciens les plus créatifs, qui en fait a dépassé ses professeurs, qui pourtant étaient illustres, parce que Laurent Schwartz qui venait d'obtenir la médaille Fields. On peut dire qu'il les a dépassés en quelques mois, qu'il est devenu le maître de son domaine, l'analyse fonctionnelle. Et puis, quelques années plus tard, il a commencé à s'investir dans d'autres domaines, en particulier un domaine qui s'appelle la géométrie algébrique, qui est un très vieux domaine, qui d'une certaine manière remonte au grec, puisque la géométrie des droites, des cercles qu'on apprend à l'école, la géométrie des Grecs, est en fait le début de la géométrie algébrique. Et il a complètement renouvelé, refondé ce domaine classique sur des bases entièrement nouvelles.
voilà, qui a eu un impact dans le monde entier. Donc à partir de 1958, on peut dire que un institut a été créé pour lui, l'Institut des hautes études scientifiques, dont il est devenu, avec Jean Dieudonné, donc son ancien directeur de thèse, le premier professeur. Et en quelques années, il a fait de cet institut, on peut dire, le centre des mathématiques mondiales. Et il a contribué plus qu'aucun autre, d'ailleurs, à ce que le français reste une langue internationale en mathématiques. Lui, dont la langue maternelle n'était pas le français, mais lui qui, en fait, avait appris à maîtriser le français d'une manière absolument remarquable, comme on le constate quand on lit La Clé des songes. C'est un véritable écrivain. Et dont le rapport aux mathématiques passe par le langage. C'est quelqu'un qui avait un rapport extrêmement profond au langage, à tel point d'ailleurs que lorsqu'il était lycéen, lorsqu'il était au collège Cévenol, il avait reçu un surnom de ses camarades et de ses professeurs. Ce n'était pas du tout le matheux, c'était le poète. Parce qu'il avait ce rapport particulier au langage sur lequel il a fondé, on peut dire, sa recherche mathématique. Et donc, entre 1958 et 1970, avec lui, l'Institut des hautes études scientifiques est devenu le centre des mathématiques mondiales. Puis, en 1970, à l'âge de 42 ans, il a quitté l'Institut. En fait, il n'a pas pu trouver de place ailleurs dans le monde mathématique parisien. À la suite de circonstances, voilà, enfin, il y a une histoire qu'on raconte, mais il me semble que la raison fondamentale, c'est qu'il était trop différent des autres. C'est quelqu'un qui, à la fois, dominait les mathématiques de son temps, qui avait paru complètement intégré au milieu mathématique français mondial, mais qui était aussi perçu par les autres comme un extraterrestre. Quelqu'un qui faisait des mathématiques d'une manière complètement différente de tout le monde. Donc qui, en fait, on peut dire, en à peine 20 ans, a changé ou a modifié le sens même du mot mathématique pour les mathématiciens. Et voilà qu'en 1970, à l'âge de 42 ans, il s'éloigne du monde mathématique dont il était le roi. Et à partir de là, il mène une existence retirée. Donc d'abord comme professeur à l'université de Montpellier, son université d'origine, très loin des milieux de ce qu'il appelle le grand monde mathématique. Puis, au début des années 80, il a obtenu finalement de quitter son poste de professeur pour entrer au CNRS, où il est resté quelques années, avant de prendre officiellement sa retraite en 1960, et puis en 1990, de se retirer complètement, au sens qu'il a quitté son domicile connu pour un autre, sans communiquer à personne sa nouvelle adresse, si bien que pendant des années, personne ne savait où il était. En fait, il s'était installé dans un petit village de l'Ariège qui s'appelle La Serre, où il a vécu presque 25 ans, enfin le dernier quart de son existence, jusqu'à sa mort en 2014, en solitaire, on peut même dire en ermite. Bien sûr, quand on prononce le mot ermite, ce mot a une connotation religieuse. Et en effet, c'est une chose aussi très importante à dire au sujet de Grothendieck. C'est-à-dire, c'est une personne qui était née, qui avait grandi dans un milieu de révolutionnaires. Ses parents s'étaient rencontrés dans l'Allemagne des années 1920 dans les milieux qu'on appelait spartakistes, donc plutôt anarchistes, révolutionnaires. Son père avait été révolutionnaire en Russie depuis sa jeunesse, depuis à peine 15 ans. Il avait, en commençant par la révolution avortée de 1905. Lui-même avait grandi dans ce milieu. Donc sa mère était issue d'une famille protestante. Son père issu d'un milieu juif hassidique russe. Je crois que son grand-père était rabbin dans leur ville d'origine de Novozybkov, aujourd'hui dans l'oblast de Bryansk, en Russie. Mais ses parents, l'un comme l'autre, avaient rejeté leur tradition d'origine et en particulier étaient très hostiles aux religions instituées. Et lui-même a hérité de cette hostilité.
Et malgré tout ça, à partir, on peut dire, des années 80, en fait, il a été habité par une recherche spirituelle de plus en plus intense, on peut dire une recherche de Dieu, mais qu'il a menée là aussi en solitaire, comme il avait l'habitude de faire en mathématiques. Et donc, par des lectures, par des méditations, par l'écriture. Pour lui, la recherche, que ce soit la recherche mathématique, la recherche de vérité, la recherche spirituelle, passait par l'écriture. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, pendant sa vie, a probablement écrit des centaines de milliers de pages, dont une partie, d'ailleurs, nous est restée. En particulier, on a retrouvé ces manuscrits à la Serre, en tout, je crois, 70 000 pages, qui aujourd'hui sont aux mains de la Bibliothèque nationale de France. Voilà, mais qui ne représentent qu'une partie de ce qu'il a écrit. Si on fait le total, c'est des centaines de milliers de pages. Et voilà, donc il y a cette dimension spirituelle de plus en plus profonde. Le dernier point que je peux dire, c'est que pour ce qui me concerne, j'ai découvert Grothendieck et son œuvre, en fait, 1 an ou 2 après mon entrée à l'École normale supérieure. Avant, je n'avais même pas entendu parler de lui. Je l'ai découvert à l'occasion d'un cours, d'un groupe de travail d'initiation à la géométrie algébrique auquel j'avais décidé de participer. Donc, participant à ce groupe, j'ai vite réalisé que tout ce qu'on disait était fondé sur l'œuvre de Grothendieck. Donc, je suis allé à la bibliothèque de l'École normale supérieure où j'ai, en quelque sorte, fait une razzia. C'est-à-dire que voilà, j'ai emprunté toute une série de livres qui représentaient une partie de son œuvre. Je me suis plongé là-dedans. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, sans rien connaître de la vie de Grothendieck, de ce qu'il était devenu, de ce qu'il était à l'époque, à cette époque-là où j'étais en train de le découvrir, en fait, j'ai eu le sentiment, en lisant ces mathématiques, totalement différentes de tout ce que j'avais lu jusqu'à présent, qu'elles comportaient une dimension spirituelle. Alors, vous avez dit tout à l'heure que qu'après Grothendieck, le sens du mot mathématique avait changé, y compris pour les mathématiciens. Ouais. Alors, est-ce que simplement, vous pourriez nous dire, avant Grothendieck, qu'est-ce qu'on entendait par mathématiques et en quoi cela a-t-il changé par son œuvre ? Alors, ce sont des questions vraiment difficiles. Disons qu'avec Grothendieck, les mathématiques sont devenues davantage lié au langage. C'est-à-dire que Grothendieck considère que le travail mathématique consiste d'abord avant tout à donner des noms. Et en fait, il a même cette idée, et pour lui, cette idée va au-delà des mathématiques. Par exemple, il a cette formule que l'acte, je répète, je cite textuellement, l'acte humain fondamental est l'acte de nommer. Ce qui d'ailleurs, sans qu'il le dise explicitement, sans peut-être qu'il le pense, je ne sais pas, en fait, a une résonance religieuse. Sûr, c'est-à-dire, ça fait penser tout de suite au texte de la Genèse. C'est la mission d'Adam dans la Genèse. Oui, exactement. C'est-à-dire, après la création d'Adam, dans le texte biblique, on dit que Dieu conduit l'homme qu'il vient de créer devant les animaux et il attend de voir quel nom Adam va leur donner. C'est-à-dire, c'est le premier acte créatif humain. C'est-à-dire, là, c'est pas Dieu qui a décidé. Au contraire, Dieu attend, presque avec curiosité, enfin, c'est l'impression qu'on a en lisant le texte, quel nom l'homme va donner aux animaux. Et en fait, c'est la conception que Grothendieck a de la création et en particulier de la création mathématique. C'est-à-dire qu'il dit que... Ça veut dire qu'il y aurait des êtres mathématiques. Oui, bien sûr. C'est-à-dire pour Grothendieck, non seulement il y a des êtres mathématiques, mais ces êtres, en quelque sorte, attendent, comme tous les éléments de vérité, ils attendent qu'on parle d'eux. En quelque sorte, non seulement ce sont des êtres, mais dans la manière dont il en parle, on a l'impression que ce sont presque des êtres vivants. Mais des êtres vivants qui attendent qu'on leur donne une voix. C'est-à-dire, en fait, il dit que ces êtres-là nous parlent, mais qu'ils parlent à voix très basse.
Donc là aussi, d'ailleurs, il y a, ça fait penser à un épisode biblique. Donc Grothendieck dit que Dieu se fait entendre dans un murmure. Oui, exactement. Mais là, ce n'est pas seulement Dieu, ce sont les choses. Ou peut-être Dieu qui veut parler à travers les choses, mais les choses attendent, en quelque sorte, elles nous parlent, mais elles nous parlent à voix très basse et à voix d'autant plus basse que ce qu'elles disent est important. Donc plus une vérité est importante, plus elle est difficile à entendre, plus on a besoin, pour l'entendre, d'être attentif, de prêter l'oreille, et plus on est perturbé dans cette entreprise par le bruit. S'il y a du bruit, on n'entend pas. Et en fait, c'est le grief le plus profond que Grothendieck a contre le monde contemporain. En fait, il y a un côté anti-moderne de Grothendieck. Et vraiment, son reproche principal, le plus dur, c'est que le monde est plein de vacarme, mais de vacarme dans tous les sens. Donc là aussi, je pense que je me souviens de la formule qu'il emploie, et il me semble qu'il parle d'un monde qui sombre dans le vacarme infernal de son propre bruit. C'est comme ça qu'il perçoit le monde. C'est comme ça aussi, d'ailleurs, qu'il faut comprendre le choix qu'il a fait de se retirer dans un petit village, de ne recevoir personne, de vivre en ermite. Il voulait vivre en silence pour pouvoir entendre. Et donc, il faut comprendre que quand Grothendieck dit ces choses-là, il les exprime de manière générale, c'est-à-dire pour lui, ce sont des caractères de toute recherche de vérité, aussi de toute recherche de soi-même, mais il le dit parce qu'il en a l'expérience. Et il en a l'expérience dans les mathématiques. Donc pour lui, la recherche mathématique est d'abord et avant tout une expérience de réceptivité. C'est-à-dire la capacité qu'il faut avoir, c'est une capacité d'écoute, également de vision. C'est-à-dire, il utilise comme image les différents sens. C'est en quelque sorte écouter pour voir. D'ailleurs, là encore, ça entre en résonance avec la révélation biblique. Hein. Oui, et même donc, je sais pas, Claudel, l'œil écoute. Oui, exactement. Exactement. Ou je sais pas, l'un des grands commandements au peuple hébreu, écoute Israël. Schéma Israël. D'ailleurs, ici, juste une remarque, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais probablement pas. Mais enfin, c'est d'autant plus intéressant. J'ai dit que Grothendieck avait complètement révolutionné la géométrie algébrique. En quelque sorte, il a refondé sur des bases nouvelles. Il a donné un nom à cette nouvelle théorie, la théorie des schémas. Vous voyez, c'est le même mot. C'est-à-dire, en hébreu, c'est « écoute ». Et voilà, donc il a cette idée qu'il faut écouter ces voix très basses qui nous parlent et qui attendent, en quelque sorte, que nous les entendions et que nous écrivions ce qu'elles ont à dire. Donc, et par exemple, une autre expression qu'il emploie, il parle d'écrire sous la dictée. C'est-à-dire, lui, en fait, n'a pas du tout le sentiment d'être créatif. Il est un scribe qui écrit ce qu'il entend et ce qu'il voit. Il dévoile plus qu'il... Il dévoile. Et plus exactement, la part créative du travail, c'est justement le choix des mots. Parce que ces choses, les choses nous parlent, elles attendent que nous les voyions, mais pour les voir, nous avons besoin de les nommer. Nous avons besoin de leur donner des noms. Et pour lui, c'est là qu'est la difficulté de la recherche mathématique, comme de toute recherche, c'est que sans le langage, nous ne voyons pas. Mais en même temps, comment nommer ce qu'on ne voit pas encore ? Vous voyez, on a l'impression que pour nommer une chose, pour avoir envie de nommer une chose, il faut déjà la voir. Oui, mais le problème est que si on ne la voit pas, si on ne l'a pas déjà nommée, on ne la voit pas. D'où la difficulté. Et pour lui, le travail de créatif, c'est justement de franchir ce pas-là. Et de le franchir par une attitude intérieure qui est l'attitude de l'écoute. Et en fait, la clé des songes est consacrée en bonne partie à explorer ce que signifie pour lui la créativité
dont le fondement est la réceptivité. C'est-à-dire que, en particulier dans les mathématiques, Grothendieck a une approche qui n'est pas du tout une approche prométhéenne, contrairement à la plupart des mathématiciens. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à passer en force. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à craquer des problèmes, qui cherche à, par exemple, une expression qu'il emploie, à faire des mathématiques sportives, c'est-à-dire à réaliser des exploits. C'est quelqu'un qui se place dans une attitude intérieure de réceptivité. Il ne va pas dérober le feu sacré. Oui, voilà, il ne s'agit pas de dérober, il s'agit en quelque sorte de recevoir, d'être assez humble pour recevoir ce qui nous est donné. Donc, alors, à la fois, en même temps, il faut se rendre compte que Grothendieck était perçu par tout le monde comme ayant une capacité de travail colossale. C'est quelqu'un qui était aussi perçu comme très viril. Voilà, donc qui écrivait énormément, qui avait, en fait, il avait en lui une force très très grande. Mais ce n'est pas du tout ainsi que lui-même se conçoit et qu'il conçoit son rapport aux choses. Donc, encore une fois, ce qui prime pour lui, c'est la réceptivité. Par exemple, une chose que je peux dire, c'est que, en quelque sorte, son rapport aux mathématiques n'est pas brutal. Au contraire, c'est une approche des mathématiques et plus généralement des sciences qui se fait dans la délicatesse. Donc, un refus délibéré de la brutalité. Il y a une question qui me vient comme ça, parce qu'on a évoqué la Genèse. Alors, on imagine aisément qu'on puisse nommer une vache, un chien, un arbre, etc., etc. Encore que je pense que l'exercice n'est pas si facile que ça, mais on voit à quoi ressemblent ces êtres. Alors, vous dites que les êtres mathématiques eux-mêmes veulent être nommés, en quelque sorte, mais c'est quoi un être mathématique ? Et oui, donc ce sont des êtres de pensée, c'est-à-dire c'est des êtres que l'imagination humaine a la capacité de saisir. Vous voyez, l'imagination, c'est littéralement la capacité de créer des images, la capacité de se représenter les choses. Et donc Grothendieck, évidemment, avait une énorme imagination, mais encore une fois, c'est-à-dire, il ne cherche pas à inventer. Par exemple, en fait, il n'aime pas le verbe inventer. Il ne se conçoit pas comme un inventeur, même pas comme un ingénieur. En fait, par exemple, un terme qu'il préfère, il se conçoit plutôt comme un ouvrier, comme un humble ouvrier qui a une tâche à accomplir et qui l'accomplit. D'ailleurs, on le voit dans son vocabulaire, il parle souvent de création. Oui. Et il parle souvent d'actes, par exemple d'actes de connaissance. Oui. Alors qu'intuitivement, comme ça, on pourrait se dire que la connaissance et l'action sont deux choses différentes, et pourtant, lui, il rassemble ces mots. Oui, vous avez raison de faire ce rapprochement. Et d'ailleurs, c'est un trait fondamental chez lui qu'il fait des rapprochements. C'est-à-dire que, en fait, même, par exemple, quand on lit La Clé des songes, ne serait-ce d'abord que le titre, le sous-titre, ensuite les titres de chapitres, de paragraphes, de sous-paragraphes, ce sont très souvent des associations de mots. Donc, donc vous avez cité cette association qu'il fait entre action et connaissance. C'est-à-dire que, disons, en mathématiques, plus qu'aucun autre mathématicien dans l'histoire, c'est quelqu'un qui a beaucoup défini. C'est-à-dire qu'il a introduit de nouvelles notions en choisissant des noms pour ces notions et en les choisissant pas du tout de manière arbitraire, en choisissant les noms de façon qu'ils soient les plus suggestifs possibles de ces êtres abstraits, c'est-à-dire en empruntant des mots du langage courant et leur donnant une nouvelle signification contenue dans la définition mathématique, de façon que le choix du mot
aiguillent et orientent l'imagination. Il fallait que les mots soient suggestifs. Donc, vous voyez, c'est une utilisation poétique des mots. Et est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples de ces êtres créés et nommés par Grothendieck de manière suggestive? Oui, donc par exemple, un mot qu'il a utilisé, qui est vraiment un mot français, mais qui maintenant finalement a été repris tel quel dans toutes les langues du monde où on fait des mathématiques, c'est le mot étal. Vous voyez, c'est un adjectif qui s'applique à un certain état de la mer, donc une mer très plate quand il n'y a pas du tout de vent, et il a voulu suggérer quelque chose. Et vous voyez, donc il est allé saisir cet adjectif, cette image, et voilà. Alors maintenant, je ne peux pas expliquer à quoi ça correspond, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il a choisi cet adjectif-là, mais en quelque sorte, voilà, maintenant, l'adjectif a été, encore une fois, il a été transcrit tel quel dans toutes les langues où on fait des mathématiques. Et donc, aujourd'hui, les mathématiciens du monde entier connaissent la signification en français du mot étal à cause de l'usage qu'il en a fait. Ou par exemple, un autre mot qu'il a employé, c'est le mot cristallin. C'est-à-dire, alors, le nom cristal et l'adjectif cristallin. Donc, et en fait, il y a une lettre de Grothendieck, une lettre célèbre que beaucoup de mathématiciens connaissent, où il explique pourquoi il a choisi ce mot. Donc, un cristal, c'est quelque chose qui se construit de proche en proche, en respectant toujours la même structure, donc avec une certaine propriété de rigidité. Vous voyez, donc quelque chose qui, à partir d'un germe, a la propriété de pouvoir s'étendre dans l'espace, c'est-à-dire, en quelque sorte, le germe de structure qui se trouve quelque part va peu à peu se propager de plus en plus largement dans l'espace. Et en même temps, cette structure est rigide, on ne peut pas la déformer. Et en fait, il avait voulu désigner un certain type d'objet mathématique qui a précisément ces deux propriétés. Et donc, il a choisi le nom cristal et l'adjectif cristallin. Et là encore, aujourd'hui, ces mots-là ont été retranscrits, sont utilisés dans toutes les langues. Partout, on utilise cette notion introduite par Grothendieck. Mais si on fait le bilan, je pense que ce sont plusieurs centaines de nouvelles notions qu'il a introduites en mathématiques. Donc, par exemple, pour celle qui m'intéresse le plus depuis un certain nombre d'années, c'est encore une autre notion pour laquelle il a choisi le mot grec de topos. Donc, c'est en quelque sorte une notion générale d'espace, beaucoup plus générale que tout ce qui avait été introduit au préalable en mathématiques, qu'il a introduite. Et donc, il a choisi ce mot grec parce que ce mot grec est polysémique, donc il signifie le lieu. Mais voilà, donc il y avait aussi en mathématiques une science qui existait déjà, qui est une partie de mathématiques qui s'appelait la topologie. Et il a voulu signifier que le véritable objet d'étude de cette science qui existait avant, en fait, cette topologie, science des topos, il a voulu signifier que le véritable objet d'étude de la topologie, ce sont les topos. Et voilà, donc ici, vous voyez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il fait le choix de tel ou tel mot. Et en fait, il aime bien les rencontres. Vous voyez, par exemple, il considère que pour qu'une notion mathématique soit réellement importante, il faut qu'on puisse l'envisager de plusieurs points de vue différents. Donc c'est aussi un homme des rencontres et c'est un homme qui a su construire en fait des théories mathématiques qui intègrent la multiplicité des points de vue. C'est-à-dire que, justement, c'est une chose que permet d'ailleurs la théorie des topos, c'est-à-dire un topos, c'est quelque chose qu'on peut regarder d'une multitude de points de vue différents. Mais vous voyez que quand je dis ça, évidemment, vous avez l'impression que je suis en train de parler d'une certaine expérience humaine. Nous sommes bien habitués, nous, à ce qu'on puisse envisager les choses de plusieurs points de vue. Mais chez lui, ça devient, en quelque sorte, des objets à l'intérieur des mathématiques. Et ça, c'est l'une des caractéristiques les plus essentielles, les plus remarquables, les plus extraordinaires de son œuvre, réalisée en particulier par cette théorie des topos, c'est qu'il a su intégrer
ramener à l'intérieur des mathématiques des choses qui paraissaient extérieures ou qui paraissaient au-dessus des mathématiques. Des choses que les mathématiciens auraient interprétées comme de nature métamathématique, au-delà des mathématiques. De même que la métaphysique est au-delà de la physique. Donc c'est un peu comme s'il avait ramené la métaphysique à l'intérieur de la physique. Donc là, il a ramené la métamathématique à l'intérieur des mathématiques. Donc, évidemment, ça donne une très grande puissance parce que ça veut dire qu'on peut raisonner de manière rigoureuse, qu'on peut calculer. Donc, toutes ces choses-là. Donc, lui-même cherchait simplement à nommer, il cherchait à comprendre. Et pour lui, la compréhension passait par l'acte de nommer, c'est-à-dire l'acte de saisir ce qui était important et de lui donner des noms de façon qu'on puisse en parler. Mais il faut se rendre compte que dans cet effort qu'il faisait de nommer, de comprendre, en fait, il a réalisé la construction de théories nouvelles, d'outils nouveaux, comme disent les mathématiciens, en fait, d'une puissance extraordinaire. Et par exemple, dans ces domaines auxquels il a touché, donc autour de la géométrie algébrique, de la théorie des nombres, on peut dire que depuis les années 1960 jusqu'à aujourd'hui, un très grand nombre de problèmes proverbiaux, dont le plus célèbre, par exemple, était le problème de Fermat, donc un très grand nombre de problèmes proverbiaux, très difficiles, ont finalement pu être résolus grâce aux méthodes, aux techniques, aux objets nouveaux introduits par Grothendieck. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il a fait a une très très grande puissance, alors qu'il ne cherchait pas le pouvoir, alors qu'il ne cherchait pas la puissance, alors qu'il ne cherchait pas à faire des mathématiques sportives, il ne cherchait pas à craquer les problèmes. Et pourtant, son œuvre a permis de résoudre une quantité énorme de problèmes qui n'auraient pas pu être résolus sans ces outils qu'il a introduits. C'est-à-dire qu'en cherchant la vérité, en cherchant la compréhension, en cherchant avec humilité à se faire l'expression des choses sans chercher à les dominer, en fait, il a rendu possible, oui, on peut dire qu'il a donné un pouvoir extraordinaire aux générations de mathématiciens qui sont venus après lui. Et à titre d'exemple, vous pourriez nous expliquer rapidement ce que c'est que ce problème de Fermat et comment les outils nouveaux permettent ensuite de résoudre ce type de problème? Donc le problème de Fermat, c'est juste une équation algébrique, c'est-à-dire, ou une famille d'équations algébriques introduite par Pierre de Fermat. Donc Pierre de Fermat est quelqu'un qui vivait au XVIIe siècle, qui en fait était magistrat, mais qui s'intéressait aux problèmes d'arithmétique, c'est-à-dire aux problèmes sur les nombres entiers, les fractions. Et en fait, Fermat est devenu l'un des plus grands mathématiciens de son temps, sans être mathématicien. Encore une fois, de métier, il était magistrat. Et en fait, on a retrouvé dans ses papiers, après sa mort, un exemplaire de livre, une édition d'un livre antique de Diophante, qui avait été annoté par lui. Et en marge, quelque part, il écrit qu'une certaine famille d'équations algébriques, donc c'est x à une certaine puissance n plus y à une puissance à la même puissance n égale 1, donc c'est-à-dire des choses qui peuvent être comprises seulement en connaissant l'addition et la multiplication. Vous voyez, donc quelque chose de un énoncé très très simple. Alors bon, il faut comprendre ce que c'est qu'une puissance. Multiplier un nombre par lui-même une fois, deux fois, trois fois, n fois. Bon, voilà, donc multiplier x multiplié par lui-même n fois, plus y multiplié par lui-même n fois égale 1. Et on peut se demander quels sont les couples de fractions x et y qui vérifient cette équation. Et donc Fermat a affirmé que si la puissance est au moins égale à 3, les seuls couples qui vérifient cette équation sont le couple 1,0 et le couple 0,1. Bon.
Et donc, il a affirmé ça. Il a même affirmé qu'il en avait une preuve. En fait, on pense qu'il s'était trompé parce que pendant 3 siècles et demi, personne n'est arrivé à résoudre ce problème. Et finalement, ce problème qui s'exprime en termes élémentaires, c'est-à-dire des termes qui sont ceux qu'on apprend à l'école primaire, juste l'addition et la multiplication, ce problème a finalement été résolu donc à la fin du XXe siècle. Donc celui qui a achevé enfin qui vraiment a donné la solution, c'est un mathématicien anglais qui s'appelle Andrew Wiles. Mais en fait, en utilisant différentes parties des mathématiques, mais principalement les mathématiques de Grothendieck. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'a apporté Grothendieck? C'est que là, on est dans un domaine qui s'appelle l'arithmétique, c'est-à-dire l'étude des nombres entiers, l'étude des fractions. Ça a l'air simple, mais en fait, c'est très compliqué, très, très difficile. C'est la partie des mathématiques la plus difficile parce que on ne comprend pas les nombres. Ce que nous comprenons, ce que notre esprit saisit le mieux, c'est la géométrie. Parce que nous avons, en tant qu'être humain, cette capacité de comprendre l'espace. Nous comprenons l'espace tellement bien que nous pouvons nous déplacer dans l'espace, que nous le faisons instinctivement. Je ne dis pas seulement les mathématiciens, je dis tout le monde. C'est une capacité humaine fondamentale que de pouvoir nous diriger dans l'espace, de comprendre les images, de saisir ce que nous voyons. Nous regardons autour de nous et nous comprenons que voilà, nous pouvons marcher ici ou là. Voilà, ça fait partie des capacités humaines fondamentales. Et les mathématiciens ont l'expérience que, en fait, en mathématiques, ce que nous comprenons bien, c'est la géométrie. D'où, dans les mathématiques, une tendance à développer de plus en plus la géométrie et sa partie qualitative, donc la partie qualitative de la géométrie, c'est-à-dire celle qui ne porte pas sur, par exemple, sur les dimensions, sur les mesures, mais celle qui porte sur les formes considérées qualitativement, s'appelle la topologie. Et donc, c'est la partie que nous comprenons vraiment. Et ce que Grothendieck a fait, c'est introduire de nouvelles théories qui permettent de transporter les méthodes, les intuitions, les notions de la géométrie partout en mathématiques et même au-delà des mathématiques. Donc, en particulier, de les transporter dans ce domaine qui, a priori, était très éloigné de la géométrie, qui s'appelle l'arithmétique, la théorie des nombres, et en fait, de développer dans ce domaine des méthodes venues de la topologie d'une très, très grande puissance et qui ont en particulier permis à Wiles, finalement, de résoudre le problème de Fermat et à beaucoup de mathématiciens de résoudre en fait, une liste impressionnante de problèmes extrêmement difficiles. Donc on peut dire que Grothendieck est un géomètre, il se considère certainement comme un géomètre, et quelqu'un qui a été capable de mettre en relation les différents domaines des mathématiques de manière extrêmement profonde à travers des notions géométriques générales. Et alors, en mathématiques, la généralité est liée à l'abstraction. C'est-à-dire que les mathématiciens abstraient, c'est-à-dire qu'ils sont dans un contexte particulier et de ce contexte particulier, ils extraient certaines propriétés générales qui sont susceptibles d'être perçues, d'être identifiées ailleurs. Donc, les mathématiques de Grothendieck sont très abstraites, donc elles sont très générales, elles peuvent s'appliquer partout, en particulier tout ce qu'il a fait et qui était d'inspiration géométrique ou topologique. Et encore une fois, il s'est avéré que ces méthodes, ces outils sont d'une puissance extraordinaire. Mais pourtant, il me semble que vous écrivez à un moment que Grothendieck critique ce qu'il appelle l'un des axiomes de base de la physique, à savoir que le monde physique serait entièrement mathématisable. Oui, donc effectivement, c'est-à-dire qu'une tentation récurrente des scientifiques est le réductionnisme. C'est-à-dire de penser que le monde se réduit à telle ou telle chose que nous connaissons. En particulier, par exemple, que le monde se réduit aux mathématiques. Or,
Grothendieck, au contraire, a un sens aigu de la richesse inépuisable du monde. C'est-à-dire, alors ça inclut la richesse inépuisable des mathématiques. C'est-à-dire, il voyait de manière évidente, beaucoup plus évidente que tout autre, que tous ses contemporains mathématiciens, à quel point les mathématiques étaient riches. Combien nous avions fait peu en comparaison de ce qui attendait d'être connu à l'intérieur des mathématiques. Mais il a aussi cette idée que le monde ne se réduit pas aux mathématiques. Donc Grothendieck est sur ce plan-là, comme sur d'autres, on peut dire vraiment en contrepoint ou en contre-pied des autres de la plupart ou de l'immense majorité des autres mathématiciens ou scientifiques. Donc il n'est effectivement, comme vous l'avez relevé, il n'est pas d'accord avec l'idée que le monde se réduit aux mathématiques. Donc Grothendieck est le contraire d'un réductionniste. Il est sensible, il voit de manière évidente à quel point le monde est riche. Mais alors, riche de quoi? Si on ne peut pas réduire le monde aux mathématiques, non. Ça veut dire qu'il y a d'autres matières qui peuvent expliquer le monde, ou simplement que l'explication ne sera jamais complète? Non, de toute façon, l'explication ne sera jamais complète. Donc, il a le sens aigu de ce que... à la fois, nous pouvons toujours aller plus loin dans la compréhension, nous pouvons toujours découvrir plus, mais en même temps, nous n'épuiserons jamais non seulement le monde, mais même la plus petite chose. C'est-à-dire, pour lui, c'est une évidence. En fait, il y a beaucoup de choses qui, pour lui, sont des évidences premières, en quelque sorte des évidences fondatrices. En particulier, la richesse du monde, on a l'impression que c'est quelque chose qu'il a toujours perçu. C'est-à-dire que, par exemple, même, vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens, enfin à l'époque moderne, plus à l'époque contemporaine, plus qu'à aucune autre peut-être, beaucoup de personnes ont le sens ont l'impression que le monde est dépourvu de sens. Pour lui, c'est exactement le contraire. Le monde est plein de sens. Le monde est débordant de sens. Mais en quelque sorte, pas un seul sens, plusieurs sens. C'est d'ailleurs pour cela que chaque chose mérite d'être envisagée de plusieurs manières différentes. C'est-à-dire que, en quelque sorte, dans le monde, il y a une profusion de sens. Mais pour percevoir ce sens, justement, il faut parler, il faut écrire. Et là, il y a quelque chose de très, très important pour lui, c'est-à-dire que la vérité apparaît à travers le langage, je l'ai déjà dit, mais plus spécifiquement à travers l'écriture. C'est quelque chose d'absolument... Grothendieck, je l'ai dit, est un maître du langage, mais plus précisément encore, c'est un homme d'écriture. C'est quelqu'un qui n'imagine pas de travailler autrement qu'en écrivant. Et c'est quelqu'un qui écrit tout ce qui lui passe par la tête. C'est le rapport au réel, pour lui, passe par l'écriture. Et on le voit très bien dans le livre dont je répète le titre, La clé des songes, où il l'écrit lui-même, je me réveille la nuit et je ne peux pas faire autrement que d'écrire jusqu'au bout ce que je suis en train de penser. Et il y a ce rapport donc, avec le rêve qu'il décrit. Ouais. Et donc vous dites qu'il y a le langage, mais on voit aussi chez lui qu'il y a une compréhension du monde par le rêve. Et d'ailleurs, il dit le rêve est une parole vivante à un moment. Oui, parce que, alors, disons, pour faire le rapport avec ce que j'ai déjà dit, donc, il y a chez Grothendieck l'idée que les choses parlent. Donc, vous voyez, j'ai dit le monde est riche de sens. En fait, on peut même être plus précis, le monde est riche de paroles. Hein, donc, voilà, c'est-à-dire, il est en quelque sorte une profusion de paroles qui demandent à être entendues et qui, pour cela, demandent à ce que nous fassions silence, à ce que nous devenions attentifs, puisque ces choses sont dites à voix basse, voire à voix très basse, et d'autant plus basse que les choses dites sont plus importantes. Voilà, donc le monde est riche de cette profusion de paroles. Oui, j'ai perdu le fil, je ne sais plus quelle était votre question. On parlait de la question du rêve. Donc, oui, le rêve. Donc, c'est une parole vivante, mais il dit aussi les rêves sont une création du rêveur. Il parle de son premier rêve comme d'une nouvelle naissance et on voit le rapport. Donc là, il a l'idée que les rêves aussi sont des paroles
Et il exprime l'idée, finalement, il arrive à l'idée que ces paroles que sont les rêves ne viennent pas de nous. Qu'en quelque sorte, ce sont des paroles de Dieu, que Dieu nous envoie. Donc il a cette idée des rêves qui en fait, donc pour le coup, c'est une idée qui remonte à très très loin. Il y a j'ai dit tout à l'heure que Grothendieck était en contre-pied de la modernité, que sur beaucoup d'aspects il était un anti-moderne. Et là on le voit aussi. C'est-à-dire, par exemple, il fait remarquer que cette civilisation moderne, en fait qu'il n'aime pas du tout, il dit que c'est la première civilisation dans l'histoire dans laquelle on n'accorde pas d'importance aux rêves. C'est-à-dire où les rêves ne sont plus considérés comme des paroles importantes qui nous sont dites. Et qui nous sont dites par quelqu'un qui est bien plus que nous, qui est Dieu lui-même. Donc il a cette idée-là, et effectivement, la clé des songes, comme son titre l'indique, commence par exprimer cette idée que les rêves nous sont donnés comme des paroles. Et puis, évidemment, avec lui, comme d'habitude, il se met à parler de beaucoup d'autres choses. Puisqu'il y a aussi chez Grothendieck, j'ai dit que pour lui, le monde était riche d'une profusion de sens et d'une profusion de paroles. Et ça explique que quand il écrit, ces textes sont également qu'ils se développent en profusion. C'est-à-dire, ils se développent dans plein de directions. Il fait constamment des retours en arrière parce que non seulement il part dans différentes directions, mais il met les choses en relation les unes avec les autres. Donc, alors par exemple, ce livre de la Clé des songes est complètement inclassable. C'est pas un livre qui appartient à un genre connu. Hein, je vous confirme, je ne m'attendais pas du tout à ça en préparant cette émission. Il ne ressemble c'est pas un genre connu. Disons, par exemple, sur ce point-là, moi, je le rapproche un petit peu de Charles Péguy. Charles Péguy, qui lui aussi écrit beaucoup et ouvre des parenthèses qu'il ne referme jamais, c'est-à-dire ajoute sans cesse de nouveaux développements. C'est-à-dire, il commence à écrire sur quelque chose, ça lui donne l'idée de parler d'autre chose, mais les textes de Grothendieck se développent de la même manière. Il y a cet aspect, si vous voulez, voyez, on peut avoir l'image, qu'on soit mathématicien ou qu'on ne le soit pas, que les mathématiques sont un univers minéral. Vous voyez, donc une sorte de désert magnifique ou je sais pas, de palais de marbre. Vous voyez, quelque chose de très minéral. Or, en fait, une chose très frappante quand on lit Grothendieck parler des mathématiques, c'est que pour parler des mathématiques et de son rapport aux mathématiques, il emploie un vocabulaire qui est principalement un vocabulaire du vivant. C'est-à-dire que pour lui, en fait, plus qu'un vocabulaire minéral, il emploie un vocabulaire végétal ou animal. Et donc les mathématiques, ses propres mathématiques, se développent un peu comme se développent les plantes, comme se développe un milieu vivant. C'est-à-dire où il y a une profusion de vie qui se propage dans tous les sens. Alors, j'avais noté cette citation donc, de Grothendieck dans ce livre. Il parle de la beauté du mystère et de l'attirance quasiment charnelle de la mathématique. Ce qui rejoint ce que vous Oui, parce disiez, qu'il a un rapport... Il y a quelque chose de presque biologique. Non, tout à fait. Il a un rapport aux mathématiques, il y a un rapport vivant, et non seulement le rapport vivant, mais il voit justement les choses mathématiques sont pour lui, comme tout, presque des êtres vivants. C'est-à-dire, c'est une expression qui est pas chez lui, mais que j'aime employer pour le spécifier, c'est que chez lui, il y a un côté animiste. C'est-à-dire que les choses ont une âme, en quelque sorte. Mais y compris les objets mathématiques. Et par exemple, ça se traduit par la chose suivante. Tout à l'heure, vous avez parlé donc, en particulier de ce thème qui est important dans la Clé des songes, qui est le thème de la vérité. Grothendieck est un chercheur de vérité. Et quand on pense vérité, on pense d'abord exactitude. Est-ce qu'une chose est vraie ou fausse ?
Mais Prokotelnik, c'est en quelque sorte le degré zéro de la vérité. Et il y a différents niveaux de vérité. Et quel est pour lui le niveau de vérité le plus élevé? En quelque sorte, la pierre de touche de la vérité, c'est la fécondité. C'est-à-dire, quand est-ce par exemple, un résultat mathématique ou une notion mathématique va être profondément vrai, c'est quand il est fécond. C'est-à-dire fécond au sens qu'il va pouvoir donner naissance à de nouveaux développements et qu'il va éveiller dans l'esprit de ceux qui apprennent ce résultat ou qui apprennent cette notion, qui va éveiller dans ces esprits de nouvelles découvertes. Mais vous employez le terme tout à l'heure d'animiste pour décrire Grothendieck au sens du rapport à l'âme, donc à l'anima. Ouais. Et on voit aussi qu'il y a un vocabulaire chez lui de la faim. C'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Donc on a l'impression qu'il veut se nourrir de ces êtres vivants, qu'il se les approprie comme les anciens animistes pouvaient s'approprier l'âme, soit de l'adversaire, soit de l'animal mangé, soit de la plante, par l'ingestion. Il y a vraiment quelque chose de, comme il dit, de charnel. Oui, alors c'est vrai. Là, pour le coup, vous voyez, la faim, en fait, là, vous m'apprenez quelque chose. C'est-à-dire, vous avez entièrement raison, mais je ne m'étais pas fait la réflexion. Mais en vous entendant, je me dis, ben oui, vous avez raison, il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire le rapport, effectivement, un rapport charnel qui est en particulier celui de la mendication et donc de la transformation qui va avec. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, pour aller dans ce sens-là, je mets tout de suite en rapport avec autre chose, c'est-à-dire la distinction qu'il fait entre information et connaissance. Donc, pour lui, une information, c'est quelque chose qu'on entend, ou qu'on lit, ou qu'on apprend, mais qui ne nous touche pas. Quelque chose qui glisse sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Quelque chose qui ne nous transforme pas. Alors qu'une connaissance, c'est d'abord une information, mais une information qui est intégrée, et vous avez raison de le souligner, tellement intégrée qu'en fait, on la mange, et que elle s'intègre à notre organisme, elle nous transforme. Hein, se nourrir, c'est ça. C'est-à-dire quelque chose d'extérieur qui devient intérieur et qui devient une partie de nous. Donc, qui contribue à nous transformer. Par exemple, si on est un enfant, à nous faire grandir. Donc, il y a cette dichotomie qu'il opère entre, effectivement, ce qui théoriquement s'est rencontré. Donc, par exemple, on a entendu quelque chose. Donc, c'est une rencontre si on veut. Mais en fait, nous-mêmes et ce qu'on a entendu sont restés extérieurs l'un à l'autre. Et puis, vous avez la connaissance qui, elle, a été appropriée, c'est-à-dire qui est entrée en nous, qui nous a transformés. Et voilà. Mais effectivement, en fait, le rapport avec la mendication est très, très juste. C'est exactement ça. Le simple mot de connaissance porte bien le mot de naissance. Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, oui, vous avez absolument raison. Et là, je peux ajouter autre chose qui est, donc sur ce thème de la transformation, il y a quelque chose chez lui qui n'est peut-être pas exprimé, disons, c'est peut-être pas dans la clé des songes que c'est le mieux exprimé, mais c'est une idée qu'il a exprimée par ailleurs. Encore que dans la clé des songes, c'est aussi présent. C'est le fait qu'il n'y a pas de transformation sans souffrance. Donc il y a cet aspect chez lui en quelque sorte d'acceptation de la souffrance. Et même pour des personnes qui l'ont connu, je me souviens très bien de l'avoir entendu, l'impression que pouvaient avoir certaines personnes qu'en fait ils recherchaient la souffrance. Alors je pense que non, ils ne recherchaient pas la souffrance pour elle-même, mais ils recherchaient la vérité. Il pensait que le rapport à la vérité ne devait pas rester un rapport extérieur, qu'il s'agissait vraiment de s'approprier la vérité, de manger la vérité, en effet, et donc d'être transformé par cette vérité devenue nourriture. Et toute transformation, pensait-il, suppose une souffrance. On ne se transforme pas sans souffrir.
Et à tel point qu'il s'inflige à un moment un jeûne de 40 ou 45 jours, je ne sais plus, qui apparemment le met dans un état pas... Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire, c'était... de faiblesse physique. En l'occurrence, oui, je vois très bien cet épisode de sa vie. Donc, c'est à la fin des années 80. En fait, concrètement, il avait entendu parler de Marthe Robin. Et voilà, de ce qu'on racontait d'elle, qu'elle se nourrissait seulement d'une hostie, etc. Une mystique. D'ailleurs, certaines personnes pensent qu'elle était un imposteur, d'autres non. Mais voilà, donc il avait entendu parler d'elle, il avait été fasciné par cette histoire, et il a voulu faire comme elle, c'est-à-dire ne pas se nourrir. Faire cette expérience-là. Oui, mais alors, je vais poursuivre. Effectivement, il a jeûné. En fait, je pense même qu'il est allé plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, je crois, d'à peu près 2 semaines où, en fait, il n'a pas bu. Normalement... un jeûne, on boit de l'eau. Voilà, d'abord, on boit de l'eau. Et puis, si on ne boit pas pendant 2 semaines, on meurt. Mais lui n'est pas mort. Et en fait, je sais, parce que des témoins l'ont raconté, que... pendant cette période-là, donc il ne buvait pas, mais il s'immergeait, c'est-à-dire jusqu'au cou, par exemple dans des baignoires, de façon à absorber un peu d'eau par les pores, et que probablement c'est comme ça qu'il a réussi à survivre en passant 2 semaines sans boire. Mais c'est dire à quelle extrémité il était prêt à aller. Il y a chez Grothendieck un côté, une radicalité, c'est-à-dire une capacité d'aller jusqu'au bout, non pas pour le plaisir d'aller jusqu'au bout, mais parce qu'il pensait que, en fait, pour ce qui véritablement, on n'obtient pas ce qui véritablement a de la valeur sans en payer le prix. Donc, je pense que voilà, il était prêt à fournir des efforts colossaux. C'est quelqu'un qui ne plaignait ni son temps, ni sa peine, qui ne comptait pas. Et qui était prêt à aller, mais vraiment jusqu'aux extrémités pour aller vers ce qui lui paraissait mériter qu'on le recherche. Ce qui m'intéresse dans le parallèle que vous avez fait avec Marthe Robin, c'est que, il faut quand même pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a une ambiance très christique dans ce livre. Et ce qui m'amuse, on revient à cette fin, mais c'est aussi à cette fin, à la figure du Christ qui dit moi je suis le pain de vie. Lui-même se décrit comme une nourriture et transforme le pain en son corps, mais c'est vraiment une nourriture. Et là, c'est insistant dans le discours du Christ de attention, ce que vous allez manger de moi, c'est vrai, c'est une vraie nourriture. Oui. Alors, disons le rapport. Encore une fois, Grothendieck est en fait un personnage profondément religieux, mais élevé dans un milieu anti-religieux. Et il porte en lui les deux choses. C'est-à-dire, il porte en lui cette tragédie. Et d'autre part, c'est un homme qui pense que la vérité se trouve toujours chez les personnes. Donc, c'est quelqu'un qui se méfie profondément des groupes. Donc, en particulier, qui est hostile aux institutions et en particulier aux religions instituées. Donc, il mène sa recherche spirituelle seul ou alors en contact avec différentes traditions religieuses. Donc, vous avez absolument raison de relever que dans la Clé des songes particulièrement, il y a une proximité avec le christianisme qui est très profonde. Et qui est... Alors, il y a un certain nombre de citations explicites qui sont faites, et je trouve que de manière plus profonde encore, les rapports avec le christianisme dans la Clé des songes sont souvent implicites, c'est-à-dire ce n'est pas qu'il le dit explicitement. Mais quand on a une culture religieuse, on le reconnaît. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, quand il parle, par exemple, il dit l'acte de nommer et l'acte humain
par excellence. Donc, quand on connaît la Bible hébraïque, immédiatement, on établit un rapport. De même, quand il parle de ces vérités qui ne se font entendre qu'à voix très basse. Donc, évidemment, on fait tout de suite le rapport avec le prophète Élie. Mais de manière remarquable, dans la clé des songes, je suis sûr de ce que je dis parce que j'ai vérifié, il n'y a aucune allusion explicite à l'Ancien Testament. En revanche, il y a un certain nombre d'allusions explicites au Nouveau Testament. Il y a aussi des implicites, il y a les deux, c'est-à-dire à la fois explicite et implicite. Orientale et également. puis, il y a des références explicites à d'autres religions ou à d'autres recherches de sagesse, donc c'est-à-dire des références au bouddhisme, des références à l'hindouisme, des références au taoïsme, donc Krishnamurti qu'il cite. Donc voilà, donc tout ça, c'est en quelque sorte l'ensemble c'est ce que Grothendieck a lu. C'est-à-dire, il a cette recherche spirituelle, et cette recherche spirituelle l'a amené à se tourner vers des représentants, souvent des représentants un peu marginaux, des représentants eux-mêmes un peu en marge des différentes traditions religieuses. Par exemple, en ce qui concerne le christianisme, il a lu des livres de quelqu'un qui s'appelait Marcel Legault, qui à l'époque était très connu dans les milieux catholiques, qui d'ailleurs a une histoire et une œuvre intéressante. Voilà, mais en quelque sorte, à l'intérieur du catholicisme, la personne que Grothendieck a connue personnellement, c'est Marcel Legault. Voyez, alors par ailleurs, il le dit dans la Clé des songes, il lit des mystiques, il lit Sainte Thérèse d'Avila, il lit Saint Jean de la Croix, voilà. Et puis bon, il a entendu parler de Marthe Robin, donc il y a ces références-là. Il y a des références à d'autres traditions religieuses, mais c'est vrai que dans la Clé des songes particulièrement, disons pour qui a une culture chrétienne, en fait, on se sent constamment en pays familier. Et il y a des choses qu'il dit. Il y a d'autres textes de lui auxquels je songe, où il dit des choses que vraiment, extrêmement frappantes et qui donnent beaucoup à penser. Par exemple, il y a une lettre qu'il avait écrite à un correspondant, un mathématicien espagnol, qui d'ailleurs est toujours vivant, qui à l'époque était très jeune, voilà, donc dans cette lettre en particulier, il parle explicitement de la souffrance, et de la solitude. Quelque chose un thème très très important chez lui, c'est que rien de grand ne s'accomplit sans la solitude. Et là, quel exemple donne-t-il ? Il donne l'exemple du Christ. Le Christ sur la croix. Tellement seul, dit-il, que le Christ dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc voilà, il donne cet exemple-là. Et puis, dans la foulée, il dit autre chose qui est extrêmement frappant. Il dit finalement, quelle est, dans l'histoire humaine, la plus grande action qui a été accomplie ? Et il dit, la plus grande action qui a été accomplie, c'est la passion du Christ. Et alors là, on se dit, mais c'est incroyable qu'il dise ça. Ça veut dire que pour lui, la plus grande action, c'est quelque chose de subi. C'est de la pure passivité. D'ailleurs, ici, ce qu'il dit n'est pas tout à fait chrétien, parce que, évidemment, pour des chrétiens, la plus grande action, c'est pas la passion, c'est la résurrection. Et là, en fait, pour lui, il y a cette chose qu'il affirme, c'est-à-dire ce primat de la passivité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était perçu par tous ceux qui l'ont connu comme ayant une activité, une créativité, une puissance de travail, une puissance créatrice totalement hors du commun, mais pour qui tout se développait sur un arrière-plan de passivité nécessaire, qui était la condition de tout. Je voudrais, Laurent Laforgue, revenir sur un point ou deux. On arrive tranquillement à la fin de cette émission. Mais vous aviez parlé tout à l'heure du rapport de Grothendieck à la modernité. Et il y a un point qui m'a intéressé, si je retrouve ma petite citation, excusez-moi. Je vais le faire de mémoire, mais on évoquait la figure de Fermat. Il me semble qu'à un moment, il dit le problème de la modernité,
c'est sa spécialisation. C'est la réflexion en silo. Ouais. Et justement, c'était intéressant de parler de Fermat, qui était, comme vous le disiez, magistrat, mais qui a fait ses découvertes mathématiques. Est-ce qu'il n'y a pas un regret chez lui, justement, de cette spécialisation à Oui, non, tout à fait. En fait, c'est une tendance moderne fondamentale, particulièrement dans le monde académique et particulièrement chez les mathématiciens, d'être de plus en plus spécialisés. Or, lui-même ne se considère pas comme un mathématicien spécialisé. C'est-à-dire, même dans l'époque où il était complètement absorbé par l'activité mathématique, dans les années 1960, il se considérait comme un mathématicien généraliste. Et effectivement, les mathématiques qu'il a développées, à partir de domaines spécifiques, sont des mathématiques générales susceptibles d'être appliquées ailleurs. Et ce qu'on a vu d'ailleurs depuis plus d'un demi-siècle, c'est que peu à peu, les idées de Grothendieck, les notions de Grothendieck, accroissent leur influence. C'est-à-dire, elles se répandent bien au-delà des domaines spécifiques dans lesquels Grothendieck avait travaillé. Et en fait, elles se déploient au-delà des mathématiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des choses que Grothendieck a fait qui intéressent des physiciens, il y a des choses qu'il a faites qui intéressent des informaticiens. Et vous voyez que, par exemple, ce texte, La clé des songes, en fait, c'est un texte qui n'a pas de contenu mathématique. C'est un texte d'écrivain, un texte de penseur. Il y a en fait un contenu philosophique extrêmement riche. Grothendieck est d'abord un penseur. Et avant même d'être un penseur, en fait, il est un écrivain. C'est-à-dire, lui-même, en fait, se conçoit comme un écrivain. Il est un écrivain qui fait des mathématiques, ou qui a fait des mathématiques. Mais ses domaines d'intérêt vont bien au-delà. Et effectivement, pour lui, c'est-à-dire il est poussé à considérer toujours les questions fondamentales. Et les questions fondamentales ne sont pas des questions confinées à un domaine particulier. Mais à tel point, tout à l'heure, vous avez employé le terme de radicalité pour le désigner. Et on voit ça aussi dans le sens du retour à la racine, c'est ce que ça veut dire, la radicalité. Et on sait qu'il a eu une sorte de retour à la terre, de vie communautaire aussi. Ou des tentatives. Des tentatives. Il s'est engagé pour la cause écologiste, mais même au-delà de ça, on sent qu'il y a chez lui une volonté de la responsabilité du savant. Ou du penseur. Il le dit, oui. Notamment, alors ça s'est vu dans sa carrière, il a refusé un prix. Il disait lui-même qu'il ne voudrait pas travailler avec un institut qui serait financé soit par le c'est la raison formelle de son départ de l'Institut des hautes études scientifiques. C'est-à-dire qu'il avait découvert que cet institut recevait une petite subvention du ministère des Armées. Et c'était minime en plus. Oui, c'était minime. Probablement, enfin d'ailleurs certaines personnes disent que en fait le directeur de l'époque, qui était le créateur de cet institut, a fait exprès d'accepter cette subvention parce qu'il savait que ça provoquerait le départ de Grothendieck. Pour Grothendieck, c'était une chose inacceptable. Et voilà, il ne pouvait pas rester dans un institut qui accepte une subvention du ministère des Armées. Bon, et alors si effectivement il y a une volonté de le faire partir, ça illustre bien le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il était un extraterrestre. Et il faut savoir d'ailleurs que dans le monde mathématique, particulièrement en France, à la fois les gens sont fascinés par Grothendieck, des milliers de mathématiciens en France et dans le monde entier vivent dans le monde de Grothendieck et en même temps ont un rapport à sa personne et même à ces mathématiques très ambivalents. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de fascination et d'hostilité, voire de haine, pour ce personnage qui ne nous ressemble pas. Voilà, donc ce sont des choses importantes à dire, mais voilà, donc vous voyez que vous avez parlé de radicalité avec raison, donc c'est-à-dire il était hors de question pour lui, inimaginable de faire certaines choses, c'est-à-dire quel que soit le prix à payer, le prix à payer n'avait pas d'importance. Donc ici, vous voyez, il était le roi des mathématiques mondiales, mais il a préféré quitter cette position plutôt que de se compromettre sur ce point. Mais en même temps, vous avez dit aussi, dans la radicalité, il y a un retour aux racines.
Et là, c'est quelque chose de très important à dire et qui concerne d'abord ces mathématiques, c'est-à-dire que effectivement, Grothendieck fait des mathématiques aussi en remontant en amont des rivières, c'est-à-dire en remontant aux sources. Et les sources des mathématiques sont des intuitions fondamentales de notre esprit qui, en quelque sorte, sont pré-mathématiques. C'est-à-dire que... C'est ça qu'on appelle l'axiomatique? Non, mais l'axiomatique, c'est déjà l'axiomatique, c'est déjà une manière de formuler les choses de manière précise. Là, on est bien en deçà de l'axiomatique. C'est des intuitions fondamentales. Ce que cherche Grothendieck, c'est à mettre des mots, à définir de manière précise, parce que les mathématiques sont le domaine de ce qui est défini, de ce qui est contenu dans les définitions, en quelque sorte, de ce qui est contenu dans le langage. Pas seulement évoqué par le langage, pas seulement désigné par des mots, mais contenu dans les mots, contenu dans les définitions. Donc Grothendieck veut définir parfaitement les choses, mais ces choses, en même temps, elles existent avant la formulation mathématique. Et elles existent à l'état d'intuition humaine fondamentale. Et donc ça veut dire qu'il remonte, en quelque sorte, en deçà des mathématiques. Il y a un côté primitif. Vous voyez, par exemple, une bonne image pour se représenter l'apport de Grothendieck aux mathématiques, c'est de se souvenir de l'intérêt, par exemple, de grands artistes du XXe siècle, à partir du début du XXe siècle, pour les arts dits primitifs, ou qu'aujourd'hui on dirait premiers. C'est-à-dire d'essayer c'est-à-dire chez lui, il y a un côté primitif. Grothendieck n'est pas un mathématicien civilisé. Il est un mathématicien brut. Vous voyez, avec ce côté presque sauvage, il est une nature brute. Et donc, il est en contact avec... c'est-à-dire, il saisit peut-être mieux que des personnes plus instruite, lui-même, en fait, surtout au début, avait très peu de connaissances. C'est-à-dire, il avait moins de connaissances que pratiquement tous les autres mathématiciens du monde. Mais, donc, à la fois, on peut dire qu'il aurait pu être handicapé par cela, mais, en fait, c'était aussi... En fait, il a transformé ce manque de connaissances en une force. C'est-à-dire que il n'était pas encombré par un bagage intellectuel. Et il a pu retrouver des intuitions fondamentales, les formuler dans un nouveau langage, mais toujours en remontant à la source ou en cherchant les racines. Et en refondant, là aussi, c'est un autre caractère de son œuvre, c'est-à-dire il ne cherche pas à faire des choses compliquées. Au contraire, il s'arrête aux choses simples. Et en fait, une part très importante du génie de Grothendieck, c'est de s'arrêter là où personne d'autre ne serait arrêté. C'est-à-dire au niveau le plus simple, là où tout le monde où tous les autres auraient considéré qu'il n'y avait rien à dire. Mais lui considère non, là on va trop vite. Ralentissons. Arrêtons-nous déjà là. Parce que si nous allons trop vite, en fait, nous passons sur des choses... Il y a des choses que nous négligeons de voir. Et donc, par exemple, juste pour faire rêver un peu les auditeurs, bien sûr, pour peu qu'on soit allé à l'école primaire et qu'on ait appris un peu de la géométrie plane classique, on sait qu'une notion importante est la notion de point. Vous savez, dans la géométrie plane classique, il y a des droites, des cercles et des points. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur les points? Rien. Sur les points en tant que tels, il n'y a rien à dire. Mais en fait... un point de détail. Oui. C'est-à-dire, alors ensuite, dans la formulation des mathématiques dites ensemblistes, on s'est mis à considérer qu'un objet mathématique, c'était toujours un ensemble de points à partir duquel on faisait différentes choses. On mettait dessus d'autres structures, etc. Mais le point de départ, c'était toujours des points et on ne s'interroge pas sur ce point de départ.
Alors que, en fait, Grothendieck a complètement renouvelé la notion de point. Et il a construit une nouvelle géométrie, beaucoup plus générale que la précédente, celle des topotes, justement, dans laquelle les objets géométriques ne sont pas définis en termes de points. Et la notion de point devient une notion dérivée, c'est-à-dire une notion qui est assez élaborée, totalement... donc c'est une manière de voir les points totalement différente du point de vue classique. Et honnêtement, pour avoir l'idée de faire quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Grothendieck avait le sentiment qu'il y a des choses qu'il était la seule personne au monde à pouvoir voir. Et c'était pas les choses compliquées. Justement, il avait le sens que les choses les plus difficiles à voir sont les choses les plus simples. C'est-à-dire, celles qui demandent, il le dit, là aussi d'ailleurs, il y a encore une fois un parallèle qu'on peut faire, un rapprochement qu'on peut faire avec des enseignements bibliques ou christiques, c'est l'importance pour lui de l'esprit d'enfance. C'est-à-dire, il dit qu'il y a des choses qu'il faut vraiment avoir un esprit d'enfant pour être capable de les voir. Donc, par exemple, que cette notion de point ne va pas de soi. Écoutez, Laurent Laforgue, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous propose en guise de conclusion une petite citation de Grothendieck. Alors, vous parliez du point, et je pense que ça fait le lien, puisqu'il dit donc dans ce livre, La clé des songes, ce centre vivant et ce sens omniprésent, à la fois simple et inépuisable, évident et insondable, proche comme une mer ou comme le bien-aimé et infiniment plus vaste que le vaste univers, c'est Dieu. Et Dieu est pour moi le nom que nous donnons à l'âme de l'univers, au souffle créateur qui sonde et connaît et anime toute chose et qui crée et recrée le monde en tout moment. Il est ce qui est infiniment, indiciblement proche de chacun de nous, en particulier comme il est en même temps ce qui est le moins personnel, le plus universel. Car il est en toi dans la moindre cellule de ton corps et dans les derniers replis de ton âme. Ainsi est-il en tout être et en toute chose de l'univers, aujourd'hui comme demain, comme hier, depuis la nuit des temps et les origines des choses. Très belle citation. Et c'est une très bonne citation. Merci encore, Laurent Laforgue. Je conseille, vraiment, je recommande la lecture de ce livre. C'est avec une très belle postface de vous qui est décapant. J'avoue que je ne savais pas où je mettais les pieds et j'ai été très, très, très surpris autant par la qualité de la réflexion de Grothendieck, de toutes ces images qu'il prend, de tous ces chemins qu'il emprunte. C'est vraiment une découverte extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.